bienvenue tout le monde à ce mardi scientifique. On va avoir la chance d'accueillir les docteurs Geneviève Charbonneau et Touvan Dao pour nous parler du traitement du trouble de stress post-traumatique et du TOC. Je vais juste présenter nos conférencières. Touvan Dao et Geneviève Charbonneau sont deux psychiatres qui travaillent à la clinique des troubles anxieux du 6 du nord de l'île de Montréal. Docteur Dao fait des formations spécialisées dans la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie interpersonnelle. Elle est superviseur dans ces deux types de thérapie dans notre CIUS et à l'université. Elle est aussi co-responsable du bloc de cours sur les troubles anxieux et également pour la thérapie interpersonnelle. Et docteur Geneviève Charbonneau a complété un PhD en psychologie pendant sa résidence en psychiatrie. Elle est également responsable de la recherche dans notre CIUS. On est bien chanceux de les avoir toutes les deux dans notre CIUS et je leur cède la parole pour qu'elles puissent nous donner des informations au sujet du trouble de stress post-traumatique et du TOC. Merci beaucoup. Merci, Pamela, pour la présentation. Donc, moi, je vais commencer par présenter le traitement du trouble de stress post-traumatique. Puis suite à ça, Dr. Dao va présenter sur le TOC. Parfait. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à la présentation aujourd'hui. Les objectifs à la fin de la présentation, ça va être d'être capable, en fait, de reconnaître le TSPT, de savoir aussi vers quel type de psychothérapie orienter les patients qui ont ce diagnostic-là, de connaître les principes de base en pharmacothérapie, puis aussi d'être en mesure de répondre à certaines questions que les patients peuvent avoir sur les principaux traitements qui sont à l'étude en ce moment. Donc, si on regarde les critères du DSM-5 pour le trouble de stress post-traumatique, donc le premier critère, c'est d'avoir vécu un événement potentiellement traumatique. Donc, ça inclut l'exposition à tout ce qui est à la mort, à des menaces de mort, des blessures physiques graves ou des violences sexuelles. Puis le petit point que je voulais apporter par rapport à ça, c'est que, tu sais, il y a vraiment une notion de danger ou de menace à la sécurité là, dans la définition du DSM là, pour ce qui est de l'événement potentiellement traumatique. Puis des fois, tu sais, on peut voir des patients qui vont nous parler, par exemple, de leur PTSD secondaire à du harcèlement psychologique au travail ou secondaire à une infidélité du conjoint, par exemple. Donc, ça, c'est des stresseurs, tu sais, significatifs là, qui peuvent engendrer de la souffrance, mais ça mènera pas à un TSPT. Euh, Ce qu'on sait, c'est que dans le fond, suite à un événement potentiellement traumatique, chez la majorité des gens, il va y avoir une réaction d'anxiété. Puis comme on voit au niveau de la ligne bleue, chez la majorité des gens, les symptômes qui peuvent être à la base les mêmes que dans le TSPT vont avoir tendance à s'atténuer puis à disparaître complètement d'eux-mêmes là, après quelques heures à quelques jours. Par contre, chez une minorité de personnes, la réaction d'alarme va comme persister dans le temps puis évoluer vers un TSPT. Puis, selon les études, là, il y a à peu près 15 à 20 des gens qui sont exposés à un événement potentiellement traumatique qui vont développer un TSPT. Donc, si on revient à nos critères, donc il y a 4 grandes catégories de symptômes que les gens doivent avoir pour avoir un diagnostic de TSPT. La première, en fait, c'est les symptômes envahissants. Donc, ça, c'est tout ce qui est souvenirs, cauchemars, flashbacks en lien avec le trauma. Euh, ça a l'air ça a l'air simple, mais souvent, c'est pas facile à questionner. Je trouve qu'il y a souvent beaucoup de... Les gens vont souvent répondre par la positive, même si c'est pas nécessairement tout à fait ce qu'on recherche, là. Fait que ce qui est important au niveau des souvenirs, c'est que c'est pas juste, tu sais, j'y repense souvent, mais il y a vraiment une notion, est-ce que c'est des souvenirs qui sont involontaires, qui sont envahissants, qui vont être associés à de la détresse? Pour ce qui est des flashbacks aussi, ce qui est important de savoir, c'est que c'est différent du souvenir, puis il y a vraiment une notion de mais c'est vraiment un élément, des aspects dissociatifs là, dans le flashback, parce que la personne va avoir l'impression de revivre dans le moment présent certains éléments du trauma. Ensuite, on a tout ce qui est les symptômes là, au niveau de l'altération de la vigilance, avec les troubles du sommeil qui sont hyper fréquents, difficultés d'attention, euh, la sensation d'être toujours un peu sur le qui-vive, l'irritabilité, les accès de colère. On a les symptômes d'évitement. Euh, donc, parce que c'est très souffrant de repenser au trauma, ben, les gens vont éviter tout ce qui est souvenirs, émotions, les lieux physiques qui leur rappellent l'événement traumatique. Puis ça, on sait que ça contribue fortement au maintien des symptômes anxieux dans le temps. Puis finalement, on a l'altération négative de l'humeur et des cognitions.
Donc, souvent, il va y avoir une humeur qui est plutôt négative, avec une difficulté à ressentir les émotions positives, difficulté à ressentir le plaisir, un certain sentiment de détachement par rapport aux autres. Puis il peut y avoir toutes sortes aussi de distorsions cognitives, là, comme par exemple, tu sais, c'est de ma faute ce qui est arrivé, je suis brisée pour toujours, ou c'est dangereux de sortir à l'extérieur. Donc, ce genre de pensées-là qui vont être à travailler. Euh, Brièvement, ce que je voulais juste dire ici, c'est que, tu sais, malgré les traitements, il y a quand même à peu près un tiers des patients chez qui les symptômes vont persister dans le temps puis s'amélioreront pas. Donc, c'est important de continuer d'approfondir la recherche là, sur les traitements. Je vais dire un petit mot sur le trauma complexe. Tu sais, je veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais je pense que c'est important d'en parler quand même parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de requêtes à la clinique pour ça dans les derniers temps. C'est un diagnostic qui va souvent être posé chez les patients qui ont vécu une histoire de trauma répétée ou prolongée, souvent des traumas de nature interpersonnelle durant la période développementale. Il n'y a pas de critères spécifiques dans le DSM pour ce diagnostic-là, mais l'Organisation mondiale de la santé, en fait, dans la classification de l'ICD-11, là, bien, en fait, on suggérait des critères, là. Dans le fond, pour eux, le TSPT complexe, ça implique d'avoir les mêmes symptômes que le TSPT classique. Fait que, comme on voit sur l'écran, ce qui est en bleu ici, là, fait que les symptômes envahissants, l'hypervigilance, l'évitement. Mais ce qu'ils ont noté, c'est qu'en plus de ça, les patients ont aussi au long cours des difficultés sévères au niveau de la régulation des émotions, une fragilité au niveau de l'estime de soi, puis des difficultés relationnelles. Donc, il y a quand même, ça reste quand même controversé ce diagnostic-là, surtout par rapport aussi au chevauchement là, qui existe avec les critères du trouble de personnalité limite. Pour ce qui est du traitement, il n'y a pas beaucoup de données empiriques. Jusqu'à présent, en fait, les traitements vont beaucoup être basés sur les approches soit de type DBT ou soit sur le TSPT. Puis, en fait, le point que je voulais amener, c'est surtout, tu sais, si on revient un petit peu à la diapositive d'avant, là, c'est que si jamais vous posez un diagnostic de TSPT complexe chez un patient, puis que ce qui est à l'avant-plan comme symptôme, c'est surtout les symptômes de TSPT classiques, le fait que symptômes envahissants, hypervigilance, évitement, à ce moment-là, souvent, la meilleure place pour le référer est possiblement la clinique des troubles anxieux. Par contre, tu sais, ce qui est à l'avant-plan, c'est plus une dysrégulation émotionnelle, des difficultés relationnelles. Souvent, le patient va être mieux servi par une référence à la clinique des troubles relationnels, quitte à plus tard faire un travail sur le trauma une fois que la personne aura appris là, à mieux réguler ses émotions. Donc, je vais peut-être lire une petite vignette clinique pour commencer, puis après ça, on va passer plus au traitement. Bon, c'est une femme de 41 ans qui est originaire de la Colombie, qui vit au Québec depuis 8 ans. Elle a une histoire antérieure de violence conjugale il y a plusieurs années. Elle vit actuellement avec un autre conjoint et ses 3 enfants. Donc, la patiente a eu un accident de voiture il y a quelques mois. Depuis ce temps-là, elle n'arrive plus à conduire. Son mari doit reconduire les enfants à l'école alors que c'est elle qui le faisait avant. Elle a des souvenirs envahissants par rapport à l'accident, durant lesquels elle a l'impression d'entendre le bruit de la collision qui se répète. Elle sort peu, elle est anxieuse lorsqu'elle marche sur le trottoir. Même à la maison, elle a peur qu'une voiture fonce dans leur logement et elle a bougé les lits des enfants pour les éloigner de la fenêtre. Elle dit avoir perdu sa joie de vivre et s'inquiète de plus jamais redevenir comme avant. Vous diagnostiquez un TSPT, quelle serait la première ligne de traitement? Donc, la première ligne de traitement dans le TSPT, c'est la psychothérapie. La psychothérapie centrée sur le trauma. Donc, les approches qui ont le plus d'évidence, là, c'est la thérapie cognitivo-comportementale centrée sur le trauma avec ses dérivés, donc la thérapie cognitive, l'exposition prolongée, puis la thérapie des processus cognitifs. Puis il y a aussi le MDR en fait, c'est les 5 approches là, qui ont le plus d'évidence. Ce que je voulais dire, des fois, tu sais, on sait que l'accès à la psychothérapie, c'est pas toujours facile. Selon le type de trauma, parfois, il y a quand même certains organismes qui peuvent couvrir les frais associés à la psychothérapie auxquels ça peut être intéressant de penser, là, comme l'IVAC, la SAQ, la CNESST. Donc, des fois, ça peut être des options aussi là, pour aider les patients qui n'ont pas les moyens de payer pour une thérapie.
Puis, en fait, je voulais juste dire, parce que c'est ça, des fois, c'est long pour avoir accès à la thérapie, puis on n'a pas toujours accès non plus. Donc, il y a des petits éléments qu'on peut intégrer dans nos rendez-vous en clinique qui peuvent être quand même aidants, là, puis préparer aussi à la thérapie. Donc, ben, une première chose qui est un petit peu la base, c'est sûr, c'est d'aider le patient à assurer sa sécurité. Fait que, par exemple, s'il y a toujours la violence active, par exemple, à la maison, ben, tu sais, ça peut être de référer la personne vers des organismes appropriés qui vont pouvoir l'aider. Ça peut toujours aussi être intéressant là, de faire des interventions motivationnelles par rapport à tout ce qui est habitude de vie, hygiène du sommeil, limiter consommation de drogue ou d'alcool. Ça peut quand même être très aidant de faire de la psychoéducation par rapport à ce que c'est le TSPT puis les principes de traitement. Puis j'ai mis en bas la référence d'un mini-guide qui est sur le site Internet Psychopap sur le TSPT qui peut être remis aux patients là, à des fins de psychoéducation. Puis pour les gens qui aiment, tu sais, qui sont capables de lire quelque chose un petit peu plus gros, là, il y a le livre de Dr. Pascal Brion, Se relever d'un traumatisme qu'on recommande souvent. Ensuite, ça peut être très aidant aussi de prendre un petit peu de temps pour enseigner aux patients les stratégies d'apaisement, comme la respiration diaphragmatique, la cohérence cardiaque, les techniques d'ancrage. Fait que j'ai mis le lien en bas aussi pour le protocole sur le TSPT sur le site TCC Montréal qui décrit ces stratégies-là là, qui peuvent être enseignées quand même très rapidement. Puis ce qui est aidant aussi, c'est de parler de l'impact négatif de l'évitement, puis d'aider le patient aussi à recommencer à s'exposer un petit peu tranquillement à certaines choses. Donc, si on revient à notre patiente dans le cas clinique, donc, Madame accepte d'être mise sur la liste d'attente pour une psychothérapie. Elle vous demande s'il existe un médicament qui peut l'aider en attendant. Donc, les traitements pharmacologiques dans le TSPT, c'est considéré comme une deuxième ligne, en fait. Mais en pratique, on les prescrit souvent, là, puis ça peut quand même être aidant, là. J'ai mis ici, pour ceux que ça intéresse, ces deux algorithmes de traitement, ils sont pas c'est identique, là, mais dans chacun, tu sais, ça l'écrit, bon, on peut commencer par telle chose, puis si ça marche pas, aller avec telle chose. Donc, c'est assez détaillé. Fait que pour ceux que ça intéresse, vous pouvez jeter un œil. Mais en gros, là, les médicaments pour lesquels on a le plus d'évidence en recherche dans le TSPT, c'est les antidépresseurs. Quatre antidépresseurs en particulier, là, donc trois ISRS, la sertraline, la paroxétine, puis la fluoxétine, puis la venlafaxine XR. Fait que j'ai rajouté ici en bas c'est le haut du tableau des recommandations canadiennes du CATMAN qui date de 2014, juste pour montrer que dans le fond, en première ligne, ça n'a pas changé. Donc, c'est encore les quatre mêmes antidépresseurs là, qui sont recommandés en première ligne. Pour ce qui est de la mirtazapine, il y a deux petits essais cliniques randomisés qui auraient montré un effet positif en monothérapie. Il y a une étude qui s'est intéressée à la mirtazapine en adjuvant à la sertraline, puis qui a montré une tendance à l'amélioration des symptômes, mais c'était pas significatif. Puis il y a la fluvoxamine pour laquelle il y a des études qui ont montré un effet positif, mais modeste. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'évidence en faveur de l'utilisation de la vortioxétine, la vilazodone ou le bupropion dans le TSPT. Puis pour ce qui est des autres inhibiteurs là, de recapture de sérotonine et de noradrénaline, il n'y a pas d'études, je veux dire, placebo-contrôle là, qui ont été faits jusqu'à présent. Donc, si on revient à notre patiente, vous prescrivez à Madame la sertraline. Celle-ci est bien tolérée et associée à une certaine diminution de l'anxiété. Elle a recommencé à sortir plus régulièrement à l'extérieur de la maison avec son mari. Le sommeil est toutefois très difficile. Cela lui prend plus d'une heure pour s'endormir et le sommeil est entrecoupé de cauchemars qui la réveillent en panique. Que prescrivez-vous en adjuvant à la sertraline pour aider au niveau du sommeil? Donc, dans ce cas-là, en fait, moi, j'aurais tendance probablement à aller avec le prazosin. Le prazosin qui est classiquement en fait un antihypertenseur puis qui viendrait bloquer l'activité, diminuer l'activité sympathique au niveau cérébral. L'histoire un petit peu avec le prazosin, c'est qu'à la base, il y avait quand même plusieurs études qui allaient en faveur de cette molécule-là. Mais en 2018, il y a une grosse étude sur 304 patients qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine qui a montré une absence d'effet. Donc, c'est venu refroidir quand même un peu l'enthousiasme, si je peux dire.
Par contre, plus récemment, il y a deux méta-analyses qui ont été faites, en fait, puis qui incluaient là, cette grosse étude négative-là, qui ont montré que le prazosin pourrait là, diminuer les cauchemars dans le TSPT. Donc, je vais sauter les résultats de la première méta-analyse, mais je vais les sauter par souci de temps. Donc, basé sur ça, là, le prazosin reste quand même parmi les premières lignes de traitement pour les troubles, pour les cauchemars dans le TSPT. Fait que la littérature recommande de suivre les protocoles de titration là, qui ont été utilisés dans les plus grosses études. Vous allez voir dans le tableau, ils montrent les doses quand même assez hautes. Là. Fait qu'eux, ils disent jusqu'à 10 à 12 milligrammes chez la femme, puis ils vont même jusqu'à 20 à 30 chez l'homme. Là. On en discutait tantôt en pratique de notre côté, on monte généralement pas les doses, euh, on monte généralement pas des doses aussi élevées que ça. Euh, donc, si le patient prend d'autres antihypertenseurs, faut faire attention, là, peut-être en parler avec le médecin de famille ou qui suit le patient. Puis les effets secondaires à surveiller, c'est surtout l'hypotension, les étourdissements, les céphalées, puis la syncope. Sinon, ici, je présentais, en fait, c'est d'autres médicaments là, tu sais, qui peuvent être des options, mais pour lesquels on a vraiment très, très, très peu de données, là. Donc, il y a la clonidine, qui est aussi un antihypertenseur, la trazodone, la mirtazapine en adjuvant, comme on parlait tantôt, puis l'hydroxyzine, qui est un antihistaminique. Donc, maintenant, les antipsychotiques atypiques, comme adjuvant là, dans le traitement du TSPT, celui qui a été le plus étudié, c'est la risperidone. Donc, dans une méta-analyse de 2021 qui a été faite sur 5 études, on notait un petit effet positif de la risperidone comme adjuvant là, dans le TSPT. Pour ce qui est de l'olanzapine, il y a un petit essai clinique qui a été fait sur une vingtaine de patients qui a montré un effet positif. La kétiapine en adjuvant, on n'a pas d'essai clinique randomisé. Par contre, il y a une étude, c'est intéressant, l'utilisation de la kétiapine en monothérapie dans le TSPT, puis qui a montré que ça pouvait être utile, surtout pour les symptômes liés au sommeil. Dans cette étude-là, la dose moyenne qui était utilisée, c'était de 258 milligrammes par jour. Il y a peu d'évidence là, pour l'utilisation de l'aripiprazole dans le TSPT. Puis pour ce qui est du brexpiprazole, apparemment, il y a des grosses études qui seraient en cours actuellement. Donc, on va peut-être en savoir un peu plus là, dans les prochaines années. La littérature actuellement ne va pas en faveur de l'utilisation des bêta-bloqueurs, benzodiazépines ou des médicaments en Z là, dans le TSPT. Donc, la dernière partie de la vignette, en fait, là. Donc, la patiente vient de débuter la psychothérapie. Elle trouve ça difficile. Les symptômes de TSPT sont un peu plus présents depuis le début de la thérapie. Alors qu'elle n'avait jamais consommé de drogue, elle a essayé récemment le cannabis à quelques reprises à la recommandation d'un ami. Elle a aussi entendu parler d'une autre drogue qui permettrait de traiter le TSPT et vous demande ce que vous en pensez. Donc, pour terminer, en fait, parce que c'est le genre de questions que les patients ont souvent, donc je vais parler un peu de traitements pour lesquels il y a de la recherche en cours actuellement. Donc, ça reste du tout à des stades de recherche, là. Donc, je vais commencer par la thérapie de la reconsolidation. En fait, je l'intègre ici, surtout c'est parce que Dr Dao et Dr Turcotte qui travaillent à la clinique ont eu la formation pour ce type de thérapie-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être offert là, à certains patients à la clinique ici. Dans le fond, la consolidation, c'est le processus par lequel un peu les informations vont être transférées de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Euh, Puis quand un souvenir est remémoré, ben, il doit être consolidé de nouveau en mémoire à long terme pour comme persister dans le temps. Puis dans cette approche-là, en fait, l'objectif, c'est de venir bloquer la consolidation du souvenir en mémoire à long terme en utilisant le propranolol euh, via son action là, sur la synthèse de certaines protéines. Donc, au niveau de la méthode, en fait, ce qui est demandé au patient, c'est d'écrire un script au jeu dans lequel il décrit l'événement traumatique qu'il a vécu. Puis à peu près 1 heure avant chaque séance de thérapie, le patient prend le propranolol.
Puis durant la séance, il lit le script au thérapeute. Puis la lecture du script va venir un peu réactiver le souvenir en mémoire à court terme. Puis la prise du propranolol viendrait bloquer ça de consolidation là, en mémoire à long terme. Donc, il y avait une première étude qui a été faite par l'équipe du docteur Brunet en 2018, un essai clinique randomisé sur 60 patients qui avait montré un effet positif significatif de cette thérapie-là. Par contre, plus récemment, il y a d'autres auteurs qui ont tenté de répliquer l'étude puis qui ont montré une absence de différence avec le placebo. Donc, je pense que ça va être intéressant d'avoir plus d'études là, sur ce type de thérapie-là pour statuer là, sur l'effet. Ensuite, il y a les cannabinoïdes. Ici, il y a les résultats d'un essai clinique randomisé qui a été fait sur le Nabilone, qui est un cannabinoïde synthétique. Puis un peu, cette étude-là était basée sur le fait qu'il y avait une étude open label sur une cinquantaine de patients qui avaient montré ben, qui suggérait là, que le Nabilone pouvait diminuer les cauchemars dans le PSPT. Donc, dans l'essai clinique randomisé, euh, ils ont inclus 10 hommes caucasiens militaires qui avaient un diagnostic de TSPT résistant au traitement standard. Donc, la moitié des hommes ont reçu le Nabilone pendant 7 semaines, l'autre moitié a reçu un placebo. Ensuite, il y avait une période de 2 semaines sans médicaments, puis les traitements ont été inversés. Donc, ceux qui avaient reçu le Nabilone ont reçu le placebo et vice-versa. Puis, à la fin de l'étude, en fait, les patients qui avaient reçu le Nabilone rapportaient une diminution de leur cauchemar puis une amélioration de leur état en fait, du bien-être là, par rapport à ceux qui avaient reçu le placebo. Une hypothèse des auteurs, c'est que les cannabinoïdes pourraient diminuer les cauchemars en diminuant le sommeil REM. Mais je pense qu'il faut rester prudent. C'est quand même un tout petit échantillon. Donc, on va avoir besoin de plus d'études là, pour statuer sur l'effet des cannabinoïdes dans le traitement du TSPT. Un petit mot sur la RTMS. Je pense que c'est intéressant d'en parler parce que c'est de plus en plus accessible aussi pour les patients dans le système public, là, la RTMS. Donc, il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2021 qui inclut quand même 19 études euh, sur l'utilisation de la RTMS dans le TSPT, puis qui suggère un effet positif là, du traitement. Euh, Par contre, une des limites qui était soulevée par les auteurs, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité dans les protocoles qui sont utilisés selon les études. Fait qu'il y en a qui utilisaient des fréquences élevées, d'autres des fréquences plus basses. Au niveau de l'endroit qui était stimulé aussi, dans certaines études, c'était cortex préfrontal, dorsolatéral droit, dans d'autres études, c'était à gauche. Il y avait quand même beaucoup de variabilité aussi au niveau du nombre de séances, etc. Donc, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a encore du travail à faire aussi pour préciser un petit peu plus les paramètres là, qui doivent être utilisés dans le traitement par RTMS. Peut-être un petit mot sur la thérapie assistée par les psychédéliques. Donc, moi, je suis pas c'est une spécialiste de ça, mais je me base sur ce que j'ai lu là, dans la littérature. Mais en fait, tu sais, comme on disait tantôt, la psychothérapie, c'est efficace dans le traitement du TSPT, mais il y a quand même, il reste quand même une bonne proportion des patients chez qui les symptômes persistent. Puis, il y a quand même un taux d'abandon aussi qui peut être assez élevé parce que c'est très, tu sais, c'est très difficile là, de l'exposition puis de reparler des traumas aussi en thérapie. Donc, les psychédéliques pourraient possiblement être utilisés comme pour faciliter la psychothérapie. Fait qu'en facilitant l'alliance avec le thérapeute, en améliorant les capacités d'introspection, possiblement aussi en diminuant la réponse de peur au niveau de l'amygdale. Puis il y a certaines substances qui pourraient avoir un effet aussi sur la plasticité cérébrale. En gros, dans les études là, sur la thérapie assistée par les psychédéliques, en général, les patients ont accès à 2 ou 3 séances avec la drogue. Puis ça, c'est précédé de plusieurs séances de préparation sans drogue, puis de plusieurs séances aussi intégratives par la suite sans drogue aussi. Donc, la drogue est vraiment comme un adjuvant à la psychothérapie. Les séances avec la drogue durent actuellement plusieurs heures. Là. Je pense que c'est autour de 8 heures pour la thérapie avec le MDMA. Puis là où les thérapeutes qui sont présents vont utiliser comme une approche non directive qui va viser à favoriser un processus introspectif là, dans lequel le patient va revisiter le trauma. Souvent, c'est aidé aussi par l'utilisation de musique.
Dans le TSPT, c'est vraiment avec le MDMA là, qu'on a le plus de données. Sans rentrer dans le détail, là, il y a une revue de littérature en 2019 qui a été faite sur 6 études de phase 2. Puis il y a une étude de phase 3 plus récente là, qui a été publiée dans la revue Nature Medicine qui suggérait quand même un effet positif de ce traitement-là après 2 séances là, avec le MDMA. Il y a aussi des études qui sont faites avec la psilocybine, donc les champignons magiques. Mais pour cette substance-là, je dirais qu'on manque un peu d'études standardisées là, à l'heure actuelle. Puis finalement, pour finir, je fais un petit mot sur la kétamine. La kétamine qui est un antagoniste des récepteurs NMDA. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne dans le traitement du TSPT, donc on pense que ça pourrait agir via ben, son effet sur la plasticité cérébrale, puis que ça pourrait possiblement aussi faciliter le processus d'extinction des réactions de peur. Donc, il y avait un premier essai clinique randomisé qui a été fait en 2014, où est-ce qu'on comparait une infusion de kétamine IV avec comme contrôle une infusion de midazolam, puis qui avait montré quand même une diminution rapide des symptômes de TSPT qui avait été maintenue pour 7 jours. Il y a une autre étude plus récente qui suggérait que si on répétait les infusions, donc dans ce cas-ci, 6 infusions sur 2 semaines, la durée de l'effet persistait un petit peu plus longtemps, donc jusqu'à à peu près 30 jours. Donc, en gros, tu sais, ce que les revues de littérature disent sur la kétamine, c'est que ça serait efficace là, pour diminuer les symptômes de TSPT. L'effet serait rapide. Il y aurait à peu près 80% de réponse versus 50 à 60 avec les antidépresseurs. Mais comme avec la kétamine, souvent, c'est ça, c'est que les effets, il y a tendance à avoir une rechute, les effets persistent pas dans le temps, là. Mais la revue de littérature suggérait que c'était quand même bien toléré. Ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que vu que la kétamine pourrait avoir un effet sur la plasticité cérébrale, il y a aussi certaines études qui essaient de la combiner là, avec la psychothérapie. Donc, je pense que c'est une ligne de recherche qui est en cours actuellement. Donc, pour conclure, ben, la première ligne de traitement dans le TSPT, c'est la psychothérapie centrée sur le trauma. Parfois, c'est limité en pratique, mais il y a quand même, comme on a parlé tantôt, certaines interventions que c'est possible de faire, d'intégrer là, à notre pratique clinique en attendant la thérapie. Pour ce qui est de la pharmaco, souvent ce qu'on va recommander en première intention, c'est un ISRS, donc soit la sertraline, paroxétine, fluoxétine. Puis si ça fonctionne pas, d'y aller avec la venlafaxine. Puis en adjuvant, les molécules pour lesquelles on a le plus de données, je dirais que c'est le prazosin, la quétiapine, puis la risperidone. Puis en fait, ce qu'on voit, c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup de place là, pour trouver des traitements qui seraient plus efficaces dans le TSPT. Donc, c'est important de rester à l'affût de tout ce qui se fait en recherche actuellement. Donc, je vais passer la parole à Dr. Dao. Bon, merci. Bon, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour présenter un peu les mises à jour du trouble obsessionnel compulsif. Puis aussi, je vais vous glisser un mot sur les troubles apparentés. Donc, un petit bonus aujourd'hui. La divulgation des conflits d'intérêts. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt déclaré. Sauf que je vais vous parler beaucoup de traitements off-label. Donc, je vous le mentionne. Et aussi, je vais vous rapporter des informations que j'ai eues lors d'un congrès de psychopharmaco à l'hôpital du Massachusetts. Donc, je vous ai rapporté les petites perles. Voilà, donc les objectifs de cette présentation, c'est d'aborder d'abord les traitements de première ligne pour le trouble obsessionnel compulsif, puis après de discuter des stratégies quand justement ces traitements standards ne fonctionnent pas. Puis à la fin, on parle un peu des traitements surtout pharmacaux pour les troubles apparentés, donc obsession d'une dysmorphie corporelle, la dermatillomanie, la trichotillomanie et la thésaurisation. Avant de commencer la présentation, j'aime bien piquer votre curiosité. Donc, 2 petites questions très rapides. Quel est selon vous le pourcentage de patients qui souffrent d'un TOC et qui vont répondre à un premier essai d'ISRS? Est-ce que c'est 30%, 50% ou 70%? Donc, je vous laisse réfléchir. La réponse est dans la présentation. Après ça, pour le TOC, quelle stratégie de potentialisation avec les ISRS a le plus de données probantes? Est-ce que ce sont les antipsychotiques, la mémantine ou la kétamine? On va revenir un petit peu sur les critères diagnostiques du DSM rapidement. Donc, un trouble obsessionnel compulsif, il faut qu'il y ait présence d'obsession et ou de compulsion. Il faut que ces symptômes-là
cause une perte de temps significative, environ 1 heure par jour. Il faut que ça cause aussi une détresse clinique et une altération au niveau du fonctionnement. Les gens qui ont le TOC ont une bonne, une mauvaise ou une absence d'INSAID et ça peut être accompagné ou pas de TIC. Un peu d'épidémie, donc la prévalence à vie, c'est 1 à 2 dans la population générale. Donc, c'est pas un trouble qui est très, très présent, très fréquent, par contre très sévère. Seulement 30 à 40 vont consulter, puis même ceux qui vont consulter, c'est pas tout le monde qui va avoir le diagnostic. Donc, c'est un trouble qui est difficile à diagnostiquer aussi. Ceux qui finissent par avoir le diagnostic et qui se font traiter, seulement un tiers, seulement le 2 tiers vont bénéficier des traitements. Il y en a quand même un tiers qui ne répondront pas à ce qu'on a de disponible actuellement comme traitement. Puis chez les gens qui ont des symptômes modérés à sévères, c'est quand même assez rare qu'on puisse avoir une rémission complète. On parle un petit peu d'étiologie. Donc, se rappeler que le trouble obsessionnel compulsif, c'est un trouble hétérogène. C'est ça qui fait que c'est difficile de faire des études sur la physiopathologie, puis aussi de trouver des traitements plus spécifiques pour ce trouble. Plusieurs hypothèses ont été émises, donc entre autres la dysrégulation sérotoninergique, mais elle ne peut pas tout expliquer puisqu'à peu près 50% des patients ne répondent pas à ce type de traitement. Donc, on parle aussi de génétique, donc certaines mutations de récepteurs du transporteur, du gène du récepteur, du gène du transporteur de la sérotonine et aussi possibles causes environnementales. Donc, les échelles de mesure dont j'en parle parce que c'est utilisé en recherche par un clinique, donc le Yale Brown Obsessive Compulsive Scale. Donc, c'est une échelle vraiment qui va mesurer la sévérité des symptômes et non pas pour poser le diagnostic. C'est une échelle qui est administrée par le clinicien dans une entrevue structurée, semi-structurée, et ça vient caractériser donc les symptômes d'obsession et compulsion selon 50 items. Et selon 5 dimensions, on va évaluer la sévérité des symptômes. Donc, qu'est-ce que la réponse au traitement? Actuellement, il y a quand même beaucoup de définitions là, qui existent. Cependant, donc, dans les essais cliniques randomisés, on a accepté la définition d'une réponse complète comme étant une réduction de plus grand que 35 de réduction au Y-box et un CGI de moins de 2. Une réponse partielle, ce serait une réduction de 25 à 35 au Y-box et une non-réponse, ce serait une diminution de moins que 25 au Y-box. Alors, quand est-ce que les patients deviennent résistants? Donc, la résistance, on peut commencer à la nommer là, quand il y a une réduction de moins de 25 au Y-box, en plus d'un essai d'antidépresseur pendant au moins 12 semaines à dose élevée, et en plus de ça, combiné à 30 heures de TCC ciblé pour le TOC. Maintenant, patient réfractaire, ce serait un patient qui aurait utilisé pendant 3 à 6 mois au moins 3 antidépresseurs, incluant la clonipramine, et qui aurait eu 2 autres essais de potentialisation avec des antipsychotiques. Maintenant, donc les traitements standards, donc selon les guides de pratique canadiens, américains, britanniques, il y a la psychothérapie, donc la TCC, qui généralement va inclure l'exposition avec prévention de la réponse, et dans la pharmacothérapie, les agents sérotoninergiques. La psychothérapie, d'abord dire que 40 à 50% des gens vont répondre à cette approche-là. C'est toujours la question d'accessibilité. Donc, au final, la médication prend un coefficacité plus élevé pour cette raison-là. Maintenant, les ISS, donc première classe de médicaments, donc traitement de première ligne selon plusieurs guides de pratique, médication qu'on utilise déjà depuis les années 80. Puis les méta-analyses confirment l'efficacité, donc vraiment donc, 40 à 60% versus le placebo 20%. Et les ISRS qui ont eu l'indication, c'était la fluoxétine, la sertraline, fluvoxamine, paroxétine et escitalopram. Il n'y aurait pas de différence entre les différents ISRS là, pour l'efficacité. Mais seulement 50% des patients vont répondre à ce premier ISRS, comme je vous ai dit, probablement à cause de l'hétérogénéité du trouble. Maintenant, pour s'assurer qu'on utilise bien les ISRS, il faut aller à des doses élevées, donc souvent supérieures à celles pour la dépression. Donc, quand le patient n'a pas de contre-indication ou s'il le tolère bien, ça vaut la peine d'aller à des doses élevées. Pour un bon essai, il faut le garder 8 à 12 semaines avant de déclarer que c'est pas efficace.
Et généralement, le 2 tiers des patients devraient avoir un changement partiel au moins dans les 2 à 4 premières semaines. Puis se rappeler qu'il y a quand même des bénéfices accumulés là, qui peuvent survenir 3 mois après. Et souvent, peut-être quelque chose qu'on peut garder en tête, c'est s'ils répondent dans les 2 premières semaines, au moins une réponse partielle, c'est un signe probablement qu'ils vont répondre plus tard au traitement. Une fois que le patient a atteint une rémission, on suggère de garder 6 à 12 mois après la rémission. Voilà les dosages thérapeutiques. Je vous les laisse. Comme vous voyez, c'est quand même des dosages qui sont élevés. Je vous ai quand même mis à la fin le Celexa, même s'il ne fait pas partie des indications. Le Celexa est une indication de 2e ligne parce que il y a beaucoup plus de données probantes pour les autres ISRS. C'est pour ça que c'est la seule raison pour laquelle il n'est pas dans les premières. La clomipramine, donc traitement de 2e ligne, encore là, utilisé depuis les années 60, les études depuis les années 80. Donc, les méta-analyses montrent que c'est un traitement efficace. Dans les études face à face avec les ISRS, c'est égal. Et euh, la seule raison pour laquelle on les utilise moins, puis c'est une 2e ligne, c'est à cause des effets secondaires. Donc, les dosages pour la monothérapie, c'est de 100 à 250 mg/d. Puis pour la potentialisation, c'est 25 à 75. Il y a très peu d'études qui s'est penchées sur la combinaison clomipramine-ISRS, donc on a peu de données. Puis d'ailleurs, on a aussi très peu de données sur la combinaison d'ISRS en tant que telle. Si on utilise la clomipramine, donc juste faire attention euh, au niveau de l'intervalle QTC, donc on suggère de faire un ECG. Maintenant, quand les traitements de première ligne ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vous ai quand même dit au début qu'il y a quand même 1 tiers qui ne répondent pas au traitement standard. En révisant la littérature, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de médicaments qui ont été essayés pour le trouble obsessionnel compulsif. Malheureusement, les études sont petites puis les résultats sont modestes. Donc, ceux que je vais vous rapporter aujourd'hui, ce sont ceux qui sont les plus cités puis qui semblent les plus prometteurs. Mais malgré ça, vous allez voir, les études sont quand même peu nombreuses. Puis, des fois, on a des résultats mixtes. Donc, les recommandations qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment des recommandations basées plus sur des opinions d'experts et souvent des traitements off-label. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, quand les traitements de première ligne ne fonctionnent pas, on peut suggérer un autre agent sérotoninergique. On peut utiliser des stratégies de potentialisation qui, selon les méta-analyses, doublaient la réponse versus le placebo. Donc, dans les potentialisateurs, on a les antipsychotiques, les agents glutamatergiques, d'autres agents sérotoninergiques et les stimulants. Je vais aussi pisser un mot sur les médicaments qu'on ne recommande pas, puis en fait, je vais parler un peu des traitements neurobiologiques. Donc, les autres agents sérotoninergiques, donc on parle de la classe des RSN, donc venlafaxine, duloxétine, quelques petites études avec des résultats mixtes. On dit que c'est plus efficace que le placebo. C'est pas inférieur au DSRS. Il y a une étude avec la paroxétine. Et intéressant, dans une étude, la substitution par un IRSN vers un ISRS donnait des réponses supérieures à la substitution du ISRS vers IRSN. Donc, peut-être garder ça en tête. Et les dosages qu'on suggère pour la venlafaxine, 150 à 375 et la duloxétine, 60 mg. Pour ce qui est du Remeron, 2 études contrôlées montrent des bénéfices, mais dans l'ensemble, très peu d'études quand même. Il y a une étude avec le Celexa qui a montré une réponse intéressante après 6 semaines. Malheureusement, au bout de 12 semaines, la réponse était beaucoup moins intéressante qu'on pensait. Donc, peut-être une réponse rapide, mais au final, peut-être pas aussi intéressante. Maintenant, les antipsychotiques, donc la stratégie de potentialisation, c'est la classe de potentialisateurs qui a été le plus étudiée, pour lequel on a le plus de données probantes. Il y a un consensus sur les antipsychotiques, c'est qu'il ne faut pas les prescrire en monothérapie pour le TOC, ce n'est pas efficace. Donc, il y a eu des études sur la chlorpromazine, sur la clozapine, sur la ripiprazole, toutes des études négatives en monothérapie. On sait même que certains antipsychotiques utilisés seuls vont augmenter les TOC, donc par exemple la clozapine. Mais les méta-analyses montrent qu'il y a un bénéfice quand on utilise ces médicaments en potentialisation ou DSRS. Puis ceux qui ont eu le plus de données probantes, c'est la risperidone, l'allopéridol et la ripiprazole. Les dosages qu'il faut qu'on utilise, c'est des dosages faibles, donc aripiprazole 1 à 5, risperidone 0,5 à 1. Il y a des études aussi qui se sont penchées sur peut-être les populations qui répondraient mieux à cette potentialisation.
On a observé que les gens, par exemple, qui avaient un tic, faible insight, trouble du spectre de l'autisme, instabilité affective, des obsessions bizarres, peut-être qu'ils répondaient un peu mieux à cette stratégie. Deuxième classe de potentialisateurs, c'est les agents modulateurs du glutamate. Donc, le glutamate, comme on sait, est un neurotransmetteur excitateur dans le cerveau. Il y a des évidences qui suggèrent qu'il y a un taux de glutamate élevé dans le striatum, entre autres le noyau codé. Puis c'est ça qui contribuerait au TOC. Donc, les médicaments agiraient en diminuant ce niveau de glutamate. Donc, dans les agents glutamatergiques, celui dont on parle beaucoup, c'est la memantine, donc un antagoniste du récepteur NMDA. C'est un agent, c'est l'agent glutamatergique qui a eu le plus d'études pour le TOC. Il est déjà utilisé pour le traitement de la démence actuellement. Donc, c'est une stratégie qui pourrait être efficace comme potentialisateur. On a des petites études contrôlées actuellement, puis on a une méta-analyse qui dit qu'elle peut être bénéfique. Si on utilise ce médicament, on suggère des doses de 20 mg. Maintenant, le Riluzole, qui est un modulateur du glutamate, qui diminue la libération du glutamate dans l'espace synaptique et qui augmente la recapture en postsynaptique. Donc, ce médicament existe déjà pour le traitement de la sclérose latérale amyotrophique. Puis, les études semblent prometteurs, là. Par contre, c'est encore des études non contrôlées. Puis, certaines de ces études sont petites, puis avec des limitations méthodologiques. Donc, ça serait à répéter. Donc, les dosages 50 mg BD. N-acétylcystéine. Donc, ça aussi, c'était très, très populaire là, au congrès que j'ai assisté au Massachusetts. Là. Donc, un supplément alimentaire avec des propriétés antioxydantes. On pense que ça participe à la régulation du turnover du glutamate. Puis, les méta-analyses montrent des résultats prometteurs. Donc, à la clinique du TOC du Massachusetts, ils recommandent 7 marques. C'est pour ça que je voulais afficher. C'est la marque Swanson. Donc, on peut acheter sur l'Internet. Apparemment que c'est une marque qui serait plus efficace que les autres marques en vente sur l'Internet. Donc, le dosage suggéré, 2400 mg par jour. Maintenant, d'autres agents glutamatergiques, donc la classe des anticonvulsivants, donc topiramate, lamotrigine, donc les antagonistes du récepteur AMPA. Donc, dans les deux cas, des petites études qui montrent des bénéfices. Le dosage pour le topiramate, 50 à 40 mg/t, puis le dosage de l'amitrogène, 100 mg/t. La kétamine, donc dans le TOC aussi, donc antagoniste récepteur NMDA. Donc, pour le TOC, petit essai clinique chez les adultes. Donc, des possibles effets bénéfiques rapides de courte durée. Donc, des études montrent qu'il y avait une efficacité pendant une semaine après l'infusion. On aurait besoin de répéter ces infusions et pour l'instant, le dosage n'est pas encore clarifié. La décyclocérine, donc un agoniste partiel du site glycine du récepteur NMDA, actuellement utilisé pour le traitement de la tuberculose. Résultat un peu mixte, on l'utiliserait pour augmenter l'effet donc, de l'exposition avec prévention de réponse. En fait, ça augmenterait la réponse d'extinction en particulier. Le dosage pour la décyclocérine n'est pas non plus clarifié pour l'instant. Encore là, la psilocybine, on a parlé pour le SPT, donc un hallucinogène qui stimule rapidement les récepteurs 5-HT2A versus les SRS qui le fait, mais de façon plus lente. On a une petite étude non contrôlée qui montrait des bénéfices. Odansetron, ça aussi, ça revient dans la littérature, antagoniste 5-HT3, utilisé pour les nausées en chimio. 5 études montrent un effet positif. Par contre, on a une étude multisite qui n'a pas pu reproduire les mêmes résultats. Donc, si on veut l'utiliser, on suggère des dosages de 4 mg. Aussi des études sur des stimulants, méthylphénidate. Donc, une étude qui montre effectivement que ça pourrait être une stratégie de potentialisation bénéfique, là, positive. Malheureusement, il y a aussi des études qui montrent que le méthylphénidate et les méthamphétamines peuvent aussi augmenter les obsessions et les compulsions. Donc, il faut faire attention. Donc, ce qui n'est pas recommandé, c'est les benzodiazépines. Donc, on sait qu'en monothérapie ou en potentialisation, ce n'est pas efficace. On peut par contre l'utiliser lors de l'introduction des ISRS ou lorsque les symptômes sont très sévères puis qu'on peut l'utiliser à court terme. Sinon, le bispirone, le lithium, le gabapentin, le bupropion, c'est pas des médicaments qui ont eu des études positives. Donc, en résumé, on peut commencer avec les ISRS seuls ou la TCC seule.
Si c'est un cas plus complexe, on combine les deux traitements. Si ça ne fonctionne pas, on substitue avec un autre ISRS ou la clomipramine ou la venlafaxine. Et si ça ne fonctionne pas, là, on va potentialiser avec un antipsychotique ou un des agents glutamatogènes. Voilà. Maintenant, les thérapies biologiques RTMS utilisées actuellement comme traitement adjuvant, donc approuvé par la FDA. Les résultats sont contradictoires. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait un taux de réponse de 80%, mais il faudra réviser un peu les, les études. Ce qu'on sait par contre, c'est que il y a des symptômes, ça améliore les symptômes dépressifs chez les personnes qui ont un TOC et que généralement la réponse peut durer jusqu'à 6 semaines là, dans le cas des traitements RTMS. Mais il faudra d'autres études pour confirmer tout cela. Donc, la stimulation cérébrale profonde qui améliorerait les symptômes chez 2 tiers des patients. Donc, on parle de 60% des patients qui auraient une diminution de plus que 35% au Y-Box. Donc, c'est quand même ça semble très efficace. Malheureusement, il y a quand même des effets secondaires, donc hémorragie, infection, possible virage hypomaniaque. Pour la neurochirurgie ou capsulotomie ou cingulotomie, encore là, ça, c'est des traitements de dernier recours. Il y a des études qui montraient une efficacité de 48%. Par contre, il y a quand même des risques, effectivement, là, de développer de l'appétit, des troubles de fonction cognitive, de la désinhibition. Donc, faire attention à ce type de traitement. Donc, donc je prends un petit peu de temps. Il nous reste rapidement là, les troubles apparentés, vous donner des petits trucs là, parce que c'est quand même pas des troubles qu'on traite souvent, mais des fois, quand on a un, c'est un peu difficile à traiter. Donc, ce que je vais vous présenter, je peux vous le dire d'avance, c'est tout off-label, donc il n'y a pas d'indication claire là, pour ce type de médicaments, mais je vous les présente pour que vous puissiez y penser. Donc, je vais rapidement dans les critères diagnostiques parce que c'est pas, je pense que vous les connaissez aussi, l'obsession d'une dysmorphie corporelle. Donc, les gens qui sont préoccupés par des imperfections dans leur apparence, ils vont avoir des comportements répétitifs, des actes mentaux pour essayer de répondre à ces préoccupations. Ça cause une détresse. Ça peut être avec, peu ou sans insight. Et ça peut même avoir des croyances délirantes. Donc, les traitements de première ligne, c'est la TCC et les ISRS, donc les dosages qui sont un peu comme ceux du TOC. Dans le guide Nice, on parle de la fluoxétine qui sera un peu supérieure aux autres ISRS. Si ça ne fonctionne pas, le Buspar, les antipsychotiques ou la clomipramine peuvent être essayés. Donc, l'intéressant, c'est que si le patient a une caractéristique un peu délirante, les psychotiques seuls ne seraient pas quand même suffisants, efficaces. Il faut quand même utiliser un ISRS dans ce cas. Ensuite, la dermatillomanie, donc triturage répété de la peau jusqu'à avoir des lésions. Donc, le patient va tenter de résister à cet arrachage de peau, ça cause une détresse significative. Dans ce cas-là, la TCC, c'est vraiment le traitement de première ligne. Puis, il n'y a pas vraiment d'études qui comparent la TCC puis la médication. Dans les médicaments qu'on suggère, c'est les ISRS, donc fluoxétine, fluvoxamine, escitalopram et sertraline. Encore là, il n'y a pas de différence entre les différents ISRS. Puis, il y a aussi la N-acétylcystéine, dont je vous ai parlé un peu plus tôt pour le TOC. Trichotillomanie, donc arrachage de cheveux jusqu'à la perte de cheveux, donc encore tentative de résister à cet arrachage de cheveux, puis ça cause une détresse clinique. Et la TCC est le traitement de premier choix. Dans les médicaments, on suggérait vraiment la N-acétylcystéine comme premier choix parce que il y a très, très peu d'effets secondaires. Sinon, il y a aussi le Lanzapine et la clomipramine. Dans le cas de la trichotillomanie, les ISRS ne sont pas efficaces, sauf si on pense que les symptômes anxieux ou dépressifs qui peuvent être des déclencheurs à ce moment-là, ça peut valoir la peine de l'essayer. En fait, la thésaurisation, donc discuter à jeter ou se séparer de certains objets, besoin de conserver ces objets, souffrance lorsqu'on veut les jeter, puis aussi une accumulation d'objets qui encombrent les lieux d'habitation, ça cause une détresse cliniquement significative. Donc, la TCC, encore une fois, sans surprise, c'est le traitement de première ligne. Et dans le passé, il y a eu des essais pour des traitements pharmacologiques, puis on avait l'impression que c'était des études négatives. Finalement, on a révisé, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes méthodologiques, donc les études ont été répétées. Puis maintenant, on pense que la paroxétine et la venlafaxine pourraient être bénéfiques. Il y a aussi quelques études sur la tamoxétine pour le traitement de la thésaurisation.